Merci de nous rester fidèles sur www.gms.sn. Tout de suite, le journal. Le monde entier célèbre ce 23 mars la journée de la météorologie. Le thème de l'édition 2018 porte sur temps et climat préparé. Vous entendrez dans ce journal le reportage de Mohamedou Salif Ndiaye. L'université Hassan Sheikh de Ziguinchor a abrité ce jeudi la première édition des doctorales organisée par l'école doctorale Sciences, Technologies et Ingénierie. Des mesures de réparation sont prévues pour assister les impactés du projet de construction de l'axe Sénoba-Mpac. L'annonce a été faite ce jeudi à Bignona lors d'une rencontre. L'actualité internationale et la revue de la presse mettront fin à ce journal. Tout de suite, le développement. Bienvenue à tous. Ce 23 mars est célébrée la journée mondiale de la météorologie. Le thème de cette année porte sur temps et climat préparé. À cette occasion, le groupe Média du Sud a bénéficié d'une visite guidée au parc de la station météorologique de Ziguinchor. C'est un reportage de Mohamedou Salif Ndiaye. Nous sommes au parc de la station météorologique principale de Ziguinchor pour une visite guidée à l'occasion de la journée mondiale de la météo. L'observateur nous explique à quoi sert cet appareil qui porte le nom d'abri. Donc la météo est composée des éléments. Il y a le physicoromètre qui est là. Il y a le thermomètre sec qui donne la température exacte à l'heure où nous parlons. Donc ça, quand vous entendez tant de degrés à Ziguinchor, c'est le thermomètre qui nous indique. Et il y a un autre thermomètre, le thermomètre muet. Les deux associés nous permettent de calculer l'humidité relative dans l'air. Il y a donc un autre instrument qui est l'enregistreur. Comme je vous ai parlé tantôt de lecture directe et des enregistreurs. Donc l'hygromètre est chargé de nous indiquer aussi la température. Mais cette température va avec le thermomètre sec. D'ici l'appareil fonctionne bien, ils ont les mêmes valeurs. Le thermographe du moins. Donc ça c'est le thermomètre sec, ça c'est le thermomètre mouillé et ça c'est l'hygrographe. Bon, le thermographe. Un autre appareil dénommé pluviographe qui permet de mesurer la quantité d'eau pendant la saison des pluies. Bon, comme nous faisons l'observation H24, nous sommes tenus de venir chaque heure relever la quantité d'eau tombée dans ce seau. Et à l'aide d'une éprouvette, on nous parvient à connaître la quantité d'eau, c'est en millimètres. Donc c'est une graduation qui est là. Donc l'eau qui est tombée dans le seau, bon, on le verse, on est là, on le verse. Et maintenant, on lit la quantité exacte tombée dans le seau. Après avoir lu la quantité, on verse l'eau et on le remet dans le seau, ainsi de suite. D'autres thermomètres enfoncés dans le sol et qui permettent de recueillir des données utiles à l'agriculture. Les instruments qui sont au sol, c'est encore des thermomètres, mais de positions différentes. Bon, il y a les instruments qui sont en contact direct avec le soleil. Et d'autres qui sont enfoncés à 10 cm dans le sol et à 20 cm dans le sol. Et également ici, il y a un autre qui est à 50 cm dans le sol et l'autre qui est à 1 mètre dans le sol. La météo, il fait la météo aéronautique, mais la météo agricole. Donc les agriculteurs, ils ont besoin de ces données pour pouvoir faire leurs calculs et éventuellement les recherches qu'ils vont faire dans le cadre de l'agriculture. La principale station météorologique de Ziguinchor est logée au sein de l'aéroport et qui gère en même temps la météo aéronautique. Restons toujours dans ce même registre à l'occasion de la journée mondiale de la météorologie. Ibrahima Diallo, chef de la station météorologique de Ziguinchor, revient sur les différents secteurs d'activité auxquels la météo intervient. Ibrahima Diallo, que nous écoutons toujours au micro de Mohamedou Salif Ndiaye. Certains instruments qui sont installés au niveau du parc. Donc comme vous venez de voir,
l'ANACIM intervient. Donc la météo, il y a beaucoup de domaines d'activité, d'intervention. Si vous voyez, vous nous avez trouvé dans un aéroport. Donc ça, il y a des informations qui vont dans la météo aéronautique. Donc parce que l'avion, avant de quitter un lieu, il doit savoir la situation météorologique de ce lieu, le chemin et là où il va. Donc l'avion n'ose pas quitter sans avoir les conditions météorologiques. Ça, c'est la météo aéronautique. Donc après avoir réuni ces informations, les informations sont transformées sous forme de messages qu'on envoie, des messages codés que seul un initié, un météo, peut comprendre. Donc, sont envoyés. Donc, il y a des messages aéronautiques comme le METAR que l'avion a besoin avant de décoller ou d'atterrir. Tout à l'heure, on vous a parlé aussi des thermomètres au niveau du sol et dans le sol. Donc, tout le monde sait que la pluie est importante pour l'agriculture. Donc, nos agriculteurs ont besoin de savoir, par exemple, quand semer, pour ne pas semer à l'aveuglette. Donc, ils ont besoin d'informations météo, des prévisions pour savoir à quel moment semer. Donc, ces informations-là sont détenues par la météo, par nos prévisionnistes. Donc là, cette partie de la météo intéresse les agriculteurs. La météo aussi intervient au niveau de la pêche. Actuellement, vous savez qu'il y a beaucoup de phénomènes météorologiques en mer. Donc nous avons un service uniquement dédié à la météo marine. Donc actuellement, on est arrivé avec nos partenaires à envoyer même des SMS aux pêcheurs pour les avertir, pour leur dire que attention, telle journée, à partir de telle heure jusqu'à telle heure, il y a une houle dangereuse ou un vent dépassant les 40 km/h. Donc on les envoie actuellement par SMS, même des messages vocaux. On est en train d'étudier ça, on a même commencé. Donc ça, c'est la météo marine. Donc pour le tourisme aussi, on a un bulletin tourisme qui nous permet de dire aux touristes les conditions de confort au niveau du pays. Éducation à présent, l'école doctorale sciences, technologies et ingénierie de l'université Assane Seck de Ziguinchor a organisé ce jeudi la première édition des doctorales avec Omar Sok comme parrain. Le but de cette rencontre est d'échanger avec les doctorants sur les recherches, reportages environnementaux et du numérique. Tel est le thème de la première édition des doctorales organisée par l'école doctorale sciences, technologies et ingénierie de l'université Assane Seck de Ziguinchor. L'objectif majeur de cette rencontre est de mettre à la disposition des doctorants une plateforme commune d'échange. Il est important car il constitue un cadre de réflexion et d'échange entre les doctorants, les chercheurs et les acteurs du monde socio-professionnel concernés par la recherche appliquée. Il est important car c'est une occasion de mettre la recherche au service de la communauté, qui pourra ainsi, cette communauté-là, prendre connaissance des thématiques de la recherche en cours dans les différents domaines, ainsi que les nouvelles perspectives scientifiques et technologiques. Il est important car c'est aussi une occasion de se rassembler pour évoquer des projets communs, des inquiétudes parfois, ou tout simplement pour faire corps. Ce qui n'est pas rien, car ces occasions ne sont pas si fréquentes. Pour le président du collectif des doctorants, cette rencontre revêt d'une importance capitale. Alors ça a été une grande lutte de la part des doctorants, parce que les doctorales est une composante essentielle dans la formation des doctorants, parce que ça permet dans une certaine mesure aux doctorants de partager avec le monde universitaire, mais également avec le monde professionnel. Parce que ça a été toujours critiqué, parce que les chercheurs ne partagent pas les résultats de leurs travaux de recherche. Donc ces doctorales sont une occasion pour nous de partager les résultats issus de nos travaux de recherche, bien évidemment avec la communauté, mais également avec la communauté également. Ces doctorales sont aussi une occasion pour le directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation de rappeler la nécessité de réorienter le système vers les filières scientifiques. Nous nous sommes rendus compte, et ça c'est au niveau secondaire comme au niveau supérieur,
que nous avons des effectifs de bacheliers des séries littéraires et sciences sociales extrêmement importants. Le ratio est entre 75% et 25%. Et si un pays veut se développer, il est absolument indispensable qu'il ait une masse critique de jeunes formés dans des disciplines sciences exactes, sciences de l'ingénieur, qui soient capables de porter des projets de développement, c'est-à-dire d'apporter des solutions aux problématiques de développement du pays. Au total, 120 doctorants sont inscrits à l'université Assane Seck de Ziguinchor. La plupart sont venus des universités de Saint-Louis, Bambey, Thiès et Dakar. Rappelez que le professeur Oumar Sock est le parrain de cette première édition. Éducation toujours après Adéane et Ziguinchor, c'est au tour des élèves d'Oussouye d'organiser une marche de protestation pour réclamer leurs enseignants en classe. En effet, les élèves du lycée Aline Sitoé Diatta étaient dans les rues du Kassa ce jeudi pour dénoncer les grèves répétitives de leurs encadreurs. Aristide Diouf, porte-parole des élèves du lycée d'Oussouye, que nous écoutons au micro de notre correspondant Famara Demba. Nous vous présentons nos salutations les plus sincères et les plus respectueuses. Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance des choses qui sont en train de perturber notre année scolaire, car l'éducation est un droit pour chaque élève et nous réclamons une bonne organisation des compositions dans les normes. Nous exigeons nos notes avant d'aller en vacances de Pâques. Nous ne voulons plus être dehors, mais nous voulons être dans les classes pour faire nos cours dans de bonnes conditions. Nous voulons nos enseignants dans les classes et pour cela nous exigeons que l'État et nos enseignants trouvent un terrain d'entente pour la bonne marche de l'année. Nous ne voulons pas être des cobayes sacrifiés. Je le répète encore, nous ne voulons pas être des cobayes sacrifiés. Et nous voulons aussi que les autorités nous assistent financièrement alors qu'ils ont des crédits alloués pour l'éducation dans leur caisse et ils utilisent cet argent pour faire des voyages, passer des journées à l'hôtel et faire des noces alors qu'il y a des milliers d'élèves des différents lycées, des différents établissements qui s'ouvrent et dont leur avenir est en jeu. Notre avenir est en jeu, chers élèves. L'adjoint au préfet du département d'Oussouye, qui a reçu le mémorandum des élèves marcheurs, félicite ces jeunes pour la démarche responsable dont ils ont fait montre. Gormak Ndiaye, adjoint au préfet d'Oussouye, que nous écoutons toujours au micro de Famara Demba. On salue la démarche que vous avez entreprise, c'est-à-dire respecter les règles administratives qui vous ont conduit jusqu'à l'organisation de cette marche. Et vous avez montré que vous n'êtes pas des petits-enfants, vous êtes des responsables. Et c'est ce que les autorités de ce pays attendent de vous. On le voit partout au Sénégal, vous avez marché et vous avez marché dans le calme. Vous avez marché sans violence et pour exprimer tous vos besoins. Et votre besoin, c'est d'aller étudier. C'est simple. Aller en classe, étudier. Parce que vous savez ce que vous allez représenter demain, être les responsables de cette nation, être à ma place, être à la place du préfet, du gouverneur, du président de la République. C'est ce que vous voulez et vous n'avez pas tort. Donc, vu tout ça, l'État est en train de tout mettre en œuvre pour que cette année soit sauvée. Chaque jour, que vous le sachiez ou non, il y a des rencontres qui se font au sommet de l'État pour régler ce problème. Parce que c'est des doléances que les enseignants ont exposées et le gouvernement s'engage à les résoudre. Peut-être il y a des contraintes budgétaires qui sont là, qui font qu'il y a ce retard que vous avez observé et qui vous porte préjudice. On le sait bien. Je suis parent d'élèves et chaque jour je vois mes fils aller à l'école, revenir. Qu'est-ce qu'il y a? Ça me fait mal moi aussi. Je suis un parent d'élèves aussi. Que ce soit l'administration, les parents d'élèves, tout ce maillon de l'éducation nationale est impliqué. Donc je vous assure que dans les prochains jours, Inch'Allah, le problème sera réglé et tout rentrera dans l'ordre. Une mission du conseil de surveillance de l'AGEROUTE était à Ziguinchor ce jeudi pour s'enquérir du niveau d'exécution des travaux de réhabilitation des routes de la boucle du Blouf et de la RN6. Après toute une journée sur le terrain, les visiteurs jugent le travail satisfaisant. C'est un reportage de Sissa Okoli. La voirie de Ziguinchor était la première étape de la visite de terrain du conseil de surveillance de l'AGEROUTE.
Sur place, le régional de l'entreprise nationale en charge des travaux de réhabilitation de certaines routes de cette partie du pays s'explique. Qui connaissait Ziguinchor ne peut pas ne pas se rappeler, si vous voulez, de l'état de niveau de dégradation de la voirie communale. Donc c'est dans ce cadre que l'État du Sénégal, par le biais de l'AGEROUTE, avait décidé de rehausser un peu le niveau de service de la voirie communale de Ziguinchor. Donc, comme vous le voyez, des travaux ont été faits entre l'exercice 2015 et 2016. Et c'est des travaux essentiellement de voirie. Et c'est un travail qui a été réfléchi. Et c'est cette réflexion qui a mené au choix des pavés pour Ziguinchor, parce que c'est une zone qui est hydriquement riche. À cause de ces travaux réalisés au niveau du centre-ville, Ziguinchor a changé de visage, à en croire Mme Aminata Angélique Manga, ministre de la République. Ceux qui connaissent Ziguinchor, il y a quelques années, Ziguinchor était un gros village. Et aujourd'hui, Ziguinchor est en train d'être la plateforme de l'émergence même au Sénégal. Pour la simple et unique raison, les gens ont toujours cru, et ce qui est vrai d'ailleurs, que les centres-villes constituent ce qu'on appelle le poumon économique d'une ville. Or, Ziguinchor, gros village, parce que les routes étaient chaotiques. Après Ziguinchor, la délégation s'est rendue à la boucle du Boulouf. Les tronçons Tandjem, Tchonkessil, Djegoun, Balingor, Afignam et Lana ont tous été visités par la mission pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. La RN6, qui est à un niveau d'exécution satisfaisant, a aussi été visitée par la mission dirigée par Sylvain Alphonse Boyer. L'aspect humain et le jugement humain est extrêmement important dans les prises de décision, surtout quand c'est des décisions politiques. Et nous ne faisons que appliquer la volonté du président de la République de désenclaver la Casamance, d'apporter notre participation au développement de la région et au règlement du conflit de Casamance, parce que le désenclavement est l'un des sujets les plus importants pour cette région. Et je pense que bientôt, on ne parlera plus de désenclavement, puisque la Transgambienne sera faite. Le pont sera terminé, donc on passera à autre chose. Ces travaux, qui arriveront à terme à la fin du mois prochain selon les responsables, permettront aux populations de la Casamance de rallier les différentes localités qui la composent sur des routes en bon état. Cap sur Bignona, beaucoup de personnes vont être impactées par le projet de construction de l'axe Sénoba-Mpac via Ziguinchor et la boucle des Kalounaï. Des mesures de réparation sont prévues dans le plan d'action de réinstallation du département de Bignona validé ce jeudi, nous dit Lamine Badiane. Dans le cadre du projet de réhabilitation de la route Sénoba-Ziguinchor et la construction de la boucle des Kalounaï, le plan d'action de réinstallation a été validé ce jeudi par le département de Bignona. Beaucoup de personnes vont être impactées par le projet et cet aspect a été bien pris en compte. On s'est dit qu'un projet ne doit pas appauvrir en tout cas une personne, fut-il une seule personne. Donc là c'est important quand même que toutes les personnes qui sont sur l'emprise de la route, même s'ils sont là de façon irrégulière, qu'elles soient bien prises en charge dans le cadre de ce qu'on appelle la réinstallation. On a toutes les communes traversées et qui sont occupées quand même. Vous savez, on a de Mpac à Sénoba quand même. La route est occupée de part et d'autre, surtout par des activités commerciales. Le souci, c'est que toutes les personnes impactées ne soient pas lésées. Les bailleurs et l'État en sont conscients. Dans les prochains jours, les prochains mois, nous commencerons à déployer, en rapport avec l'AGEROUTE, la commission départementale de recensement et d'évaluation des impasses, pour aller sur le terrain, décompter le nombre de personnes réellement impactées, évaluer le niveau de l'impact au plan financier pour pouvoir leur remettre une indemnité juste, leur permettant de continuer leurs activités
L'objectif est de permettre aux personnes affectées par le projet de pouvoir continuer à gagner leur vie convenablement, voire même améliorer sensiblement leurs revenus. Au-delà des personnes touchées directement, les collectivités locales y trouveront également leur compte avec les infrastructures annexes prévues dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise. À Sédhiou, le projet d'appui à la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre, PASNEC, a formé 40 parajuristes dans la perspective de la mise en place d'une boutique de droit. Ils auront pour vocation d'assister, d'orienter les justiciables dans la promotion et la protection des droits humains, en général ceux des femmes et des enfants en particulier. Boubacar Gano, coordonnateur Radio Sédhiou, que nous écoutons au micro de Lamine Diop. Dans cette formation, nous allons, comme j'ai dit, rendre disponibles 40 parajuristes qui seront là pour faire fonctionner justement une boutique de droit humain que nous allons ouvrir incessamment. Ça va être un outil qui va rester un trait d'union entre les usagers du droit dans le cadre général et la justice. Donc voilà pourquoi nous pensons que c'est une opportunité pour la région de Sédhiou, mais c'est également, bénéfique pour tout le monde, pour toute la communauté de Sédhiou. Et nous pensons que véritablement la boutique de droit va répondre aux préoccupations et aux besoins. D'autant plus que les thématiques sur les violences basées sur le genre, certes sont des thématiques nationales, mais aujourd'hui les études montrent et les gens sont unanimes que nos régions, comme celle de Sédhiou, sont les régions les plus touchées. Donc voilà pourquoi la boutique de droit qui va travailler exclusivement dans le cadre de la violation des droits humains, mais spécifiquement dans le cadre de violations basées sur le genre, nous pensons que ça va être utile et que ça va être très important pour notre région. À la place de la patente, un nouvel impôt dénommé contribution économique locale a été mis en place. Les députés ont adopté ces nouvelles réformes dans le cadre des impôts mardi dernier. C'est un reportage de notre correspondant à Dakar, Mamadou Fall. Désormais, on ne parlera plus de patente dans les collectivités locales, mais plutôt de contribution économique locale. Les nouvelles réformes du Code des impôts adoptées par les députés obligent. Banda Diop, maire de la commune de la Patte d'Oie. Je pense que c'est une réforme qui va vraiment apporter un grand changement sur le plan fiscal pour les communes. Selon l'édile de la Patte d'Oie, ce nouveau système risque d'appauvrir les grandes villes. Cette réforme-là déshabille les villes. Pour moi, ça va appauvrir la ville. À l'état actuel, la patente était beaucoup plus profitable à la ville. Pour moi, ça va appauvrir la ville et ça va renforcer effectivement les ressources financières des communes que nous sommes. Le député Aïmerou Nying ne partage pas la même vision que Banda Diop. Selon lui, toutes les communes seront servies. Non, les grandes villes ne perdront pas, c'est ça que je suis en train de dire. On va faire une redistribution qui soit basée sur l'équité, qui va partir du critère de la démographie pour voir combien de personnes il y a dans ce territoire, mais qui partira aussi du critère effectivement de la localisation. Mais quand vous intégrez ces deux critères avec un système de pondération, vous pouvez arriver à un système qui permette aux grandes villes de s'en tirer, mais en même temps d'avantager les petites villes, surtout que nous avons l'espoir de pouvoir collecter des recettes supplémentaires avec la contribution économique locale. Il y a une sorte de démocratie que nous allons apporter, de sorte que les collectivités aujourd'hui qui n'avaient pas pu avoir de patente parce qu'il n'y a pas des entreprises qui sont installées dans leur territoire pourront justement bénéficier par le fait de la péréquation. Pour rappel, les députés ont adopté ces réformes mardi dernier. Elles permettront, selon eux, aux collectivités locales de bénéficier de plus de revenus. C'est l'heure d'accueillir Mahfous Kouyaté pour la page des sports. En sport, nous entamons par la course automobile. En réunion du bureau avant-hier mardi, la Fédération sénégalaise sport automobile et motocycliste, FSAM, a pris la décision de suspendre l'organisation de la 38e édition des 6 heures de Dakar, rapporte un communiqué de l'instance. Dembaba, qui a rejoint Kostep cette saison, va renouveler son contrat. Il va prolonger les 2 ans avec le club turc, selon Milliyet. L'attaquant sénégalais qui est allé à Kostep au lieu de Jaovic a signé un contrat de 6 mois en janvier dernier. Il aurait eu un accord de principe avec le club turc pour un renouvellement de contrat. Cette saison, il a inscrit 5 buts en 7 matchs avec Kostep. Par ailleurs, l'ancien attaquant de Chelsea va signer un partenariat avec Kostep. Avec Moussa Sow, il possède une académie de foot au Sénégal.
L'objectif est de présenter au club ces jeunes talents formés par l'académie. Pour sa première sur le banc du pays de Galles, Ryan Giggs a décroché une large victoire face à la Chine, 6-0. Un succès marqué par le triplé de Gareth Bale, qui devient ainsi le meilleur buteur de l'histoire de la sélection galloise. Ryan Giggs n'a pas été confronté à une rude concurrence et son équipe s'est très largement imposée face à la Chine, 6-0 en demi-finale de la China Cup. L'adversaire était faible en face, mais l'ampleur du score démontre le nouvel élan qui touche les Dragons depuis l'arrivée de la légende d'Old Trafford sur le banc. Un succès acquis grâce à un but d'Henry Wilson, 45e minute par un doublé de Sam Vokes, 38e et 58e. Mais surtout avec un triplé de Gareth Bale, 2e, 21e, 72e minute. En taekwondo, la Ligue de taekwondo de Dakar a lancé sa deuxième journée dimanche dernier au stadium Amadou Barry, où le club Belvedere s'est hissé sur la plus haute marque du podium avec 2 médailles d'or. Ainsi, pour le compte de la première partie de cette deuxième journée, les dames se sont affrontées autour de 8 catégories. À l'issue des épreuves, le club Belvedere a réalisé la meilleure moisson grâce à Aïssatou Tal Diop, moins de 49 kg, et Safia Touba, moins de 57 kg. Médaille d'or en battant respectivement Ndengone Fall, moins de 49 kg, et Yassine Diaw, moins de 57 kg, aux sorties de combat de haute facture. Du côté des messieurs, il faudra attendre la suite samedi pour pouvoir identifier le club qui aura glané le plus de médailles d'or. En lutte sénégalaise, Fass va jouer sur les forces de Gris Bordeaux pour battre Balla Gaye 2 le 31 mars prochain. En effet, étant sûr que le 3e tigre de Fass peut exploser son adversaire sur le plan de la boxe, la direction technique de l'écurie de Fass l'a bien préparé dans la boxe. Mieux, le staff fassois a renforcé le poids de son protégé pour qu'en cas de corps à corps, qu'il puisse poser des problèmes au fils de Doubless. Si Balla Gaye 2 sous-estime son adversaire, il va en pleurer toute sa vie. Gris Bordeaux est un lutteur qui peut bien le battre avec la manière. Voilà les programmes des matchs internationaux de ce vendredi 23 mars 2018. À 12h30, Japon jouera contre le Mali. À 16h, Russie fera face au Brésil. À 18h, Sénégal jouera contre Ouzbékistan. À 18h, la Grèce fera face à la Suisse. 18h15, Tunisie contre Iran. 19h, Arabie Saoudite contre Ukraine. À 19h30, Serbie contre Maroc. 19h45, Pologne jouera contre le Nigeria. À 19h45 également, Portugal fera face à l'Égypte. 19h45, Argentine contre Italie. 19h45, Allemagne contre Espagne. 19h45 également, Pays-Bas contre Angleterre. Et enfin, à 20h, la France fera face à la Colombie. Voilà ce qui fait l'essentiel de la page sport dans ce journal. L'actualité internationale de ce vendredi 23 mars 2018 nous mène au Nigeria, en Europe et aux États-Unis. Des 110 filles enlevées en février à Dapchi et libérées il y a 2 jours. Léa Charibou est la seule arrêtée entre les mains de Boko Haram. Des ONG imputent ce maintien en captivité à sa foi chrétienne. L'alerte a été donnée par l'association chrétienne du Nigeria à Cannes, citée par le site Sarah Reporté. Léa Charibou manque toujours à l'appel 2 jours après la libération de ses collègues enlevés comme elle le 19 février dernier à Dapchi. Une alerte qui vaut son pesant d'or car l'humanité plongée dans l'euphorie du retour des lycéennes de Dapchi semble oublier qu'il manquait une fille, un silence que Cannes est loin de cautionner. Les chefs d'État et de gouvernement européens sont parvenus jeudi 22 mars à un accord pour rappeler l'ambassadeur de l'Union européenne en poste à Moscou pour consultation, une décision qui marque une riposte symbolique à l'attaque au gaz énervant commise contre l'ex-agent double russe Sergei Skripal et sa fille Lulia. Les 28 pays européens ont apporté un soutien unanime au gouvernement britannique en accusant Moscou d'être très probablement derrière l'empoisonnement de l'ex-espion russe en Angleterre.
président américain Donald Trump a remplacé son conseiller à la sécurité nationale HR MC Mast, dont il avait annoncé jeudi soir sur Twitter le limogeage par le faucon John Bolton, partisan d'une ligne diplomatique dure à l'encontre de l'Iran et de la Corée du Nord. Âgé de 69 ans, l'ancien ambassadeur des Nations Unies sous George William Bush est une personnalité clivante dans les cercles diplomatiques de Washington après l'éphémère Michelle Flynn, contraint à la démission moins de 4 semaines après l'investiture de Trump. Et HR MC Mast, il est le 3e conseiller à la sécurité nationale désigné par le président américain en l'espace de 14 mois. À présent, nous accueillons Sissa Okoli pour la revue de la presse. Bienvenue. La presse quotidienne de ce vendredi accorde un traitement de faveur aux sujets politiques qui font la une de la quasi-totalité des quotidiens. L'AS parle de la modification de la Constitution pour le parrainage des candidats à la présidentielle. La conférence des présidents de l'Assemblée nationale saisie, informe l'AS. Le journal précise que l'opposition, qui prévoyait aujourd'hui une manifestation, diffère sa mobilisation le jour du vote de la modification par les députés. Oumar Sarr et compagnie annoncent un remake du 23 juin 2011. Selon Vox Populi, l'opposition renonce à la place Washington pour un 23 juin bis à la place Soweto, en lieu et place d'une mobilisation devant le ministère de l'Intérieur cet après-midi comme prévu. L'IED a décidé hier, lors de son rassemblement à Djiddah Tcharoïkaou, de manifester devant l'Assemblée nationale lors du vote pour la modification de la Constitution et du Code électoral, écrit Vox Populi. Enquête signale que le sit-in de l'initiative pour des élections démocratiques IED prévu ce vendredi devant le ministère de l'Intérieur a été reporté. L'opposition prévoit une manifestation devant l'Assemblée nationale le jour du vote du projet de loi portant modification de certaines dispositions de la loi électorale, dont celle sur le parrainage. Toutes choses qui font dire aux témoins que de Washington, siège du ministère de l'Intérieur, à Soweto, siège de l'Assemblée nationale, l'opposition change de place. Selon nos confrères, la manifestation initialement prévue devant le ministère de l'Intérieur est annulée, mais qu'une autre se tiendra prochainement devant l'Assemblée nationale. À propos de la baisse envisagée du montant de la caution à la présidentielle de 2019, Sud Quotidien note que pouvoir et opposition sur la même longueur d'onde. Le Soleil parle des enfants dans la couverture maladie universelle CMU et indique que 7 millions parmi eux ont été pris en charge depuis 2013. En sport, Stade nous parle du premier test des Lions en nous informant que la rencontre Sénégal-Ouzbékistan aura lieu ce vendredi à 16h. Sonolamb nous parle encore du combat Balla Gaye 2 Gris Bordeaux et s'interroge à qui profitera la bagarre. Bonne lecture. C'était le dernier élément de ce journal. L'information continue sur www.gms.sn. Merci de votre fidélité et au revoir.